Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Israël demain sur Studio Kalita avec ce matin un sujet très intéressant, sujet un peu général. On va aborder tout ce qui concerne l'entrepreneuriat en Israël et pour cela nous avons le plaisir de recevoir Yael Ifra ce matin dans les studios de Studio Kalita. Bonjour. Bonjour Yael, Olivier. merci d'être avec nous. Alors Yael, vous avez plusieurs casquettes, on va dire un peu comme beaucoup d'Israéliens et d'Israéliennes. Alors, vous travaillez à la Knesset, vous êtes la conseillère, on appelle. Oui, en hébreu on dit yoetzet, Yoetz, en français on dit attaché. attaché Très du attaché. député Eli Elalouf. Alors, on aurait pu faire une émission sur ça aussi, mais vous l'avez déjà fait. Et puis surtout, c'est très d'actualité avec tout ce qui se passe à la Knesset, etc. Mais on va laisser ça pour une autre fois peut-être. En tout cas, on va parler surtout de la seconde casquette. Enfin, je sais que vous avez encore d'autres casquettes, mais disons, celle que vous utilisez aussi beaucoup en Israël, c'est tout ce qui concerne l'entrepreneuriat en Israël. Puisque vous donnez des conférences dans ce domaine, surtout entre les différences de mentalité qui existent entre l'entrepreneuriat en France et Israël, pour expliquer justement aux nouveaux immigrants, aux Olim Khadashim, comment ça se passe en Israël, comment ce marché, comment le marché des startups, puisque nous sommes dans une émission qui parle de startups et d'innovation, comment ça marche en Israël. Alors d'abord, comment vous êtes arrivé à ça ? Alors en fait, moi je suis une vraie Ola Hadasha. Je suis arrivée en Israël il y a 3 ans et demi. En France, j'étais une entrepreneuse puisque j'avais créé un restaurant, j'avais fait une école de commerce. Et quand je suis arrivée en Israël, dans un premier temps, je m'étais dit que j'allais rouvrir un restaurant. Voilà, bon finalement je suis passée à la Knesset, c'est complètement autre chose. Mais j'ai suivi pas mal de cours qui étaient destinés aux Olim de France ou d'ailleurs, en particulier avec le Mati. Et je me suis rendu compte en fait que dans tous les cours que je suivais, toutes les formations, en fait les formateurs étaient arrivés en Israël depuis à peu près 30 ans, donc avaient complètement intégré la mentalité israélienne, étaient arrivés peut-être quand ils avaient 18 ans, et qui avaient très peu de contenu qui était destiné à quelqu'un qui arrive en France, de France, pardon, après avoir démarré un parcours professionnel, qui a travaillé 10 ans, 20 ans, 15 ans, j'en sais rien, et qui arrive sur le marché du travail en Israël et sur le marché de l'entrepreneuriat, et qui en gros est complètement paumé. C'est-à-dire que vous êtes venu avec votre expérience de France et votre expérience que vous commencez à connaître d'Israël, et vous avez vu qu'il y a eu un choc, vraiment une différence. Oui, il y a ce qu'on appelle en hébreu par, atarbouti, par, ça veut dire le gouffre. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un gouffre. La culture israélienne qu'on voit de loin quand on est en France, innovante, moderne, jeune. Quand on est devant et puis qu'il s'agit de monter une boîte, c'est tout à fait autre chose. Très compliqué. Alors, on va en parler, ça va être sujet de notre conversation, mais on va commencer justement par cette image qu'on a d'Israël, cette image de start-up nation. Est-ce qu'Israël a toujours été comme ça ? Ah, pas du tout. L'économie israélienne, elle a démarré sur des bases, on peut dire, soviétiques, avec, en fait, en gros, que des entreprises d'État, puisque c'est une économie qui a été construite à partir de zéro depuis l'époque du Yishuv dans les années 20. Et lorsque l'État d'Israël a été créé, il s'agissait évidemment pas d'aller vers des milliardaires self-made man à la Rockefeller, mais plutôt d'avoir une économie administrée, socialiste, la plus juste possible, qui puisse monter de toutes pièces un pays avec tous les services afférents. Donc, ce qui s'est passé, c'est que certes, il y a des accomplissements qui sont remarquables de ce point de vue-là, mais au bout de 30 ans, on s'est retrouvé avec une économie très lourde, très bureaucratique, avec une mentalité vraiment de type soviétique socialiste, qui a eu beaucoup de mal à s'adapter aux mutations. Alors, comment le changement a été fait ? Alors, le changement de pouvoir, déjà. Ouais. Le Mapai a perdu le pouvoir à la fin des années 70, l'arrivée de la droite, les années Bibi... Une économie plus libérale, peut-être ? Ouais, les années Bibi, la privatisation, la fin du contrôle d'échange, la vente en gros de tout Israël public à des compagnies privées. Et puis surtout, dans les années 90, l'arrivée des Russes. Voilà, donc une immigration massive de 1 million de personnes qui nécessite que toute l'économie se transforme, mais aussi une immigration de très grande qualité scientifique. Ouais. Beaucoup de mathématiciens, beaucoup de physiciens, des gens avec un haut niveau scientifique, et donc ça pousse Israël de l'avant, en même temps que les relations avec les États-Unis s'intensifient, et tout d'un coup, on se retrouve avec une économie qui décide de se tourner résolument vers l'innovation. Alors, on commence avec l'innovation et il y a un changement qui s'opère pratiquement, pas naturellement, mais en tout cas
en raison de cette démographie, ce changement aussi culturel. Et est-ce qu'on peut donner les caractéristiques justement de cette Startup Nation? Oh là là, alors la Startup Nation, c'est toute une culture d'entreprise qui est complètement différente. Déjà, je veux commencer par rappeler un truc très bête, c'est que l'âge moyen de la population en Israël, il est beaucoup plus bas que celui de la France. J'ai vérifié les chiffres ce matin. L'âge moyen en Israël, c'est moins de 30 ans, c'est 29,7 ans. Et l'âge moyen en France, c'est 41 ans. Ah oui, alors, c'est une population qui est beaucoup plus jeune, avec une haute fécondité, des caractéristiques socio-économiques différentes. Mais déjà, quand on est jeune, on a tendance à vouloir plus innover. Ensuite, il y a l'armée. L'armée, c'est une caractéristique culturelle, évidemment, qui est commune à quasiment tous les start-upers en Israël. Bon, on nous parle sans cesse de Shmone Mataim, la fameuse unité de renseignement et d'élite de l'armée israélienne. Mais c'est vrai que c'est une culture qui est à la fois une culture qui permet de travailler avec des petites équipes, de travailler efficacement, et qui permet la première caractéristique, je dirais, de la culture de la start-up israélienne, qui est de n'avoir pas peur du risque. Voilà. En France, on nous apprend à planifier, à préparer pendant des mois et des mois chaque chose pour surtout ne pas prendre de risques. Ouais. En France, on est dans une culture du risque zéro. En Israël, on est dans une culture de yalla et on verra bien. Alors, voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Israël, on se jette à l'eau plus facilement que... Ah oui, il ne s'agit même pas de se jeter à l'eau, c'est bien au-delà, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'eau. On ne voit pas qu'on est dans un avion et qu'il y a la falaise qui s'approche et qu'on va sauter. Ouais. On y va et c'est tout. Y a cette idée... des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Oui, bien sûr, mais ça leur est complètement égal, ils n'ont pas peur. En fait, on le voit ça même dans la culture israélienne au quotidien, on voit ça chez les enfants, on voit ça partout. Les gens n'ont pas peur en Israël, ils estiment que celui qui ne joue pas ne peut pas gagner. Et effectivement, si on tombe, on se relève. Et c'est ça, de ce point de vue-là, une culture qui ressemble plus à la culture américaine. Ouais. Le fait de ne pas réussir sa première boîte n'est pas un échec. Alors, les Français arrivent avec leur culture, et comment ils s'adaptent avec tout ça? Parce que c'est vraiment, comme vous l'avez dit, en France, on planifie, on réfléchit, voilà. Comment un Français qui arrive en Israël avec sa culture arrive à s'adapter à cette Startup Nation? Alors, je dirais que dans un premier temps, c'est très difficile. Il faut laisser tomber beaucoup de choses. On se sent, comme tout Olé Hadash, dévalorisé, ce qui est normal. On perd son identité précédente, puisqu'on arrive d'un pays où on était quelqu'un. Et ici, en fait, on n'est plus rien, il faut quand même le dire. On est un Olé Hadash, mais ce n'est pas grand-chose. On n'a pas la langue, on n'a pas les codes, on n'a pas fait l'armée dans la plupart des cas. Et au début, il y a un choc qui est un choc à la fois cognitif, un choc émotionnel, qui est très difficile. Cela étant, Israël est quand même un pays d'opportunités, où il suffit en fait de tenter sa chance pour la décrocher assez souvent. Et pour les Français qui arrivent, avant qu'ils ne comprennent qu'ils ont des tonnes d'avantages qu'on va développer peut-être après, il faut déjà se dépouiller. Il faut se dépouiller de beaucoup de choses qui servaient en France, mais qui servent à rien en Israël. Je commence par tout ce qui est la politesse, les circonvolutions, les manœuvres d'approche, tout ce qu'on fait avant d'arriver à l'essence d'une conversation en France, le déjeuner, la prise de contact. Alors, il n'y a pas du tout ça. En Israël, ça n'intéresse personne. On téléphone, on dit ce qu'on veut, ou on écrit, on dit ce qu'on veut. D'abord, en Israël, on reçoit des réponses. En France, il faut quand même se souvenir, quand on est dans la culture de la grande entreprise, on n'arrive pas du tout au patron d'une grande entreprise. Sauf si c'est votre cousin germain, ça n'arrivera jamais. Donc, entre lui et vous, il y a toute une couche de gens qui sont faits pour vous séparer de lui, pour isoler. C'est des gens très professionnels. Mais le temps que vous arriviez au PDG, c'est pas demain la veille. Ensuite, par exemple, en Israël, il y a le fait que si quelqu'un vous donne sa carte de visite avec son numéro de portable, c'est pas un faux numéro de portable, c'est son numéro de portable. Et c'est pour l'utiliser aussi. Et il va répondre, parce qu'ici en Israël, les gens, ils répondent au téléphone. Moi, c'est un truc qui m'a stupéfié quand je suis arrivée. Moi, en France, j'ai travaillé en multinationale pendant des années, et le 06, c'est le truc, vraiment, quand on l'a, c'est qu'on est dans le cercle intime. Ici, vous pouvez rencontrer, je sais pas moi, Gabi Ashkenazi, il vous donne sa carte de visite, il y a son portable dessus, et si vous êtes français, vous dites, non mais ça va pas, c'est un faux portable, je vais tomber sur sa secrétaire, mais pas du tout. C'est son portable, vous appelez, mais vous avez intérêt à avoir quelque chose à lui dire. Sinon, ça ne va pas durer très longtemps. Donc, il y a ça. Il y a toute cette couche superficielle qui disparaît. Et pour le Olé Hadash, on se sent à nu. Ouais. On se sent très vulnérable. Parce que si la personne en face de vous, elle est accessible directement, bah vous aussi, du coup. Et donc, vous ne pouvez pas vous cacher derrière des politesses. Et ça, c'est difficile. Et il faut être prêt. Il faut être prêt tout le temps. Alors voilà. Donc ça, c'est des conseils de patrons de start-up. C'est que vous avez un projet entrepreneurial. Il est excellent, personne n'en doute. Ça, c'est pas la question. Il faut le bosser à fond
chez soi, consulter des Israéliens si on connaît sûr. du monde, évidemment. Bien Et sûr. puis après, il faut avoir un elevator pitch. Vous connaissez le principe, Olivier, de l'elevator pitch. C'est la présentation d'entreprise qu'on peut faire en 1 minute, 1 minute 30, Ça. le temps d'un trajet d'ascenseur. Exactement. Il y a même le airport pitch en Israël. Hein. C'est celui de Nat Bag, quand on est dans la queue des passeports et que tout d'un coup, on voit Gil Shved et on se dit « Ah non, c'est pas possible, c'est le fondateur de Checkpoint. J'ai mon projet. Ouais, il faut avoir un truc prêt en 10 secondes. Voilà. Normalement, c'est dans l'ascenseur, mais aussi maintenant, c'est à l'aéroport. Donc, comment les Français, puisque en fait, vous donnez des conférences dans plusieurs cadres, à Mati aussi à Kalita, comment les Français approchent justement cette nouvelle mentalité? Est-ce qu'ils sont prêts à faire, est-ce qu'ils sont flexibles, je vais dire? Bah, souvent, il manque de flexibilité, c'est un problème, mais ça s'acquiert, bien entendu. C'est une connaissance de la société israélienne, c'est laisser aller ses peurs. C'est exactement ce qu'on dit, c'est qu'au pire, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas intéresser la personne, bah, c'est pas grave. Donc, quand ils apprennent, ils peuvent réussir remarquablement. Pourquoi? Parce que les Français, ils ont aussi plein d'avantages. On vient d'un vieux pays, oui. Bon, nous, même si la plupart des Français, des Juifs de France, on est des séfarades, on est des gens qui sont issus de la décolonisation, on est arrivés, nos parents sont arrivés, disons. Donc, c'est déjà aussi un deuxième arrachement, ce qui n'est pas facile à vivre. On a été éduqués en France avec les valeurs françaises. D'abord, on a une éducation qui est d'un niveau beaucoup plus élevé. On dit ce qu'on veut sur Israël. Un Français qui a fait des études supérieures, il sait rédiger un texte, il sait argumenter, il sait planifier, il sait anticiper, ce que les Israéliens ne savent pas. Alors oui, il y a la culture de maintenant, tout de suite, je saute, c'est pas la peine de perdre du temps. Moi, je le vois à la Knesset, ça. Souvent, je dis, mais attendez, vous voulez vraiment faire ça? Et s'il se passe ça, alors il y aura ça. Et s'il se passe ça, alors il y aura ça. Mais tout le monde me regarde. Ils me disent, on verra bien. Et alors, eux, ils veulent pas perdre de temps à analyser les problèmes, parce que quand le problème se posera, on verra. D'accord. Or, c'est pas toujours une stratégie gagnante, parce que des fois, ça arrive que ça fasse perdre beaucoup d'argent à l'entreprise. Bon, comme les Israéliens, ils ont toujours raison, c'est pas grave, ils vont passer dessus. Mais un Français un Olé de France, qui a cette éducation-là, il peut être extrêmement précieux dans l'analyse d'une situation. Ouais. Il peut être précieux dans la façon dont il va anticiper les risques. Et ça aussi, en high-tech, c'est hyper important, parce que le temps et le risque, c'est de l'argent. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a le niveau de connaissance du monde. Souvent, un Olé Hadash de France, il a voyagé, il a vécu en Europe, il comprend la mentalité des Allemands, il comprend la mentalité des Anglais et des Italiens. Et l'Europe, ne pas oublier que c'est le premier marché d'Israël. C'est pas les États-Unis. On parle beaucoup des États-Unis, mais 60% des exports d'Israël vont vers l'Europe. Des technologies, on en vend beaucoup à l'Europe. Et donc, avoir un Européen dans son entreprise ou qui crée une entreprise, c'est très précieux aussi. Alors, il y a cette Startup Nation avec tous ses avantages, mais aussi ses inconvénients. On a l'impression, et on en parlait un peu en préparant cette émission, qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais en fait, il n'y a pas vraiment de grosses sociétés en Israël. Oui, alors ça, c'est un inconvénient quand même, quelque part. C'est un modèle qui commence à trouver ses limites. Bon, comme tous les modèles, ça ne peut pas durer toujours. Tout le monde s'émerveille de cette Startup Nation où tout le monde court sans cesse et de tous les brevets qui sont déposés, de toutes les technologies. Le problème, c'est que justement, les Israéliens, ils ont un problème avec ce qu'on appelle le Tvach Haror, c'est-à-dire le long terme. Et en gros, déjà, du point de vue du poids économique, la high-tech en Israël, elle est un peu à l'arrêt. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'elle représente le même pourcentage et de la force de travail, qui est à peu près 10%, ouais. Et du PIB, c'est 8%. Et alors le PIB croît, bien sûr, et elle croît avec, mais pas plus que ça. D'accord. Et ça veut dire que c'est un modèle qui peine à trouver ses relais. Ça veut dire qu'en Israël, en gros, il y a 6000 entreprises de start-up, il y a 300 des plus grands centres de recherche et développement, des plus grosses boîtes comme Intel, Apple, Amazon, etc. Mais ce sont des petites boîtes avec des gens très qualifiés qui gagnent très bien leur vie et qui ne s'occupent que de la recherche et développement. Or, une grosse entreprise, je ne sais pas moi, mais Apple, c'est des tonnes d'usines et pas seulement en Chine. C'est de la manufacture, c'est des comptables, c'est des gens qui font de la ressource humaine. Et en Israël, tout ça, ça les intéresse pas tellement. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un espèce de gap entre ces petites entreprises de recherche et développement. Et si on ne répond pas à ça, on ne fait pas partie du monde, de ce monde de l'high-tech. Ça veut dire que ça va jamais toucher l'économie réelle. En fait, c'est une économie qui est
une petite partie de l'économie israélienne. Très isolé. Mais simplement, voilà, ça ne suffit pas parce que, en fait, si une grosse entreprise se développait, eh ben, il y aurait des tonnes d'emplois pour des gens qui sont pas forcément des ingénieurs, qui sont pas forcément des programmeurs, pardon. Et toute cette économie réelle en Israël qui aujourd'hui peine, ça veut dire qu'on a en Israël des problèmes de salaire minimum qui, même s'il paraît élevé, en fait, n'est pas élevé parce qu'il y a 42 heures de travail par semaine et 10 jours de congé par an, la durée de travail la plus élevée de l'OCDE. On a un problème de fossé entre les riches et les pauvres en Israël. On a un problème de faire rentrer sur le marché du travail les hommes haredim, les femmes arabes, toutes sortes de sous-catégories de la population. Et donc, on a cette espèce d'élite de l'économie qui porte Israël et sur le marché international et dont on est très fier et à juste raison. Et derrière, on a une économie réelle qui peine à rattraper le niveau des pays développés. Et justement, les Français ont leur mot à dire dans ça. Mais bien entendu, les Français peuvent apporter une vraie culture d'entreprise. Ils sont capables d'être managers, de manager une grosse équipe. Ils n'ont pas peur de grosses entreprises. Ils n'ont pas peur parce qu'ils savent qu'une grosse entreprise, c'est un facteur de croissance, ça peut créer de l'emploi, c'est une responsabilité sociale pour le pays, mais c'est aussi passionnant. C'est passionnant de faire grandir une entreprise et pas juste de faire un exit quand on pense qu'on peut en tirer $1 milliard. Donc on appelle les grands patrons et même ceux qui ne sont pas encore grands patrons, mais en tout cas qui ont cette expérience à venir faire partager Israël, parce que c'est ce que vous nous dites, c'est ce qu'Israël a besoin aujourd'hui en fait. Bien sûr, Israël a absolument besoin et ça deviendra dans quelques années de plus en plus critique. Donc Olim de France qualifié, venez contribuer et développer. En tout cas, vous avez dit que ça faisait 3 ans que vous êtes en Israël, c'est ça ? Vous êtes vraiment bien intégré et vous connaissez très bien le marché israélien en 3 ans. Eh bien, pas mal. J'ai beaucoup travaillé. En tout cas, merci de nous avoir parlé de ce sujet passionnant. On peut vous écouter bientôt ? J'espère bientôt, oui. En principe, avec Kalita, une nouvelle série de conférences sur l'entrepreneuriat. Justement, pour parler de tous ces sujets et de ce que les Français peuvent apporter justement à l'économie israélienne. C'est quelque chose de très important. Merci beaucoup, Yael. Je vous en prie, Olivier. Bonne chance, journée. En tout cas, et à très bientôt sur Studio Kalita. Vous viendrez nous parler de vos nouvelles aventures, que ce soit à la Knesset ou autre part. Merci, bonne journée à vous et à très bientôt sur Studio Kalita. Bye bye.